Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est, disons-le, la nouvelle obsession tactique du foot mondial. C'est l'architecture invisible, ce mécanisme caché qui décide des plus grands matchs et qui va probablement dominer les débats jusqu'en 2026. On parle bien sûr de la défense de rest ou rest defense en anglais. Alors, partons d'une question qui a l'air toute simple. Quand une équipe est en pleine attaque, que font les joueurs qui n'ont pas le ballon? Eh bien, cette question, elle est au cœur de tout. La réponse va, je pense, complètement changer la manière de regarder un match. On va découvrir ensemble tout ce qui se trame loin, très loin de l'action principale. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le terme officiel, c'est défense de rest, et ça nous vient de l'allemand Restverteidigung. Et là, attention au petit piège classique. Rest, en allemand, ça ne veut pas dire se reposer. Non, ça veut dire ceux qui restent. En gros, ce sont les joueurs restants. Ceux qui, pendant que les autres brillent devant, assurent les arrières et d'une certaine manière la survie de toute l'équipe. Et ça nous amène à une idée fondamentale. La sécurité, c'est ce qui permet l'audace. Pourquoi les équipes qui attaquent doivent déjà être en train de défendre? La réponse est simple, la contre-attaque. Dans le foot moderne, c'est l'arme fatale, la punition ultime. Et la défense de reste, eh bien, c'est l'assurance vie qu'on prend pour éviter ce cauchemar. J'aime beaucoup cette analogie, elle résume tout parfaitement. Sécurité invisible égale audace visible, c'est exactement ça. Pensez à un trapéziste, sans filet, même le meilleur du monde hésitera. Avec un filet solide, il peut tenter les figures les plus folles. Eh bien, la défense de reste, c'est ce filet. Plus il est solide, plus les attaquants peuvent se lâcher et nous offrir du grand spectacle. Et ça a même été chiffré. L'entraîneur José Gomes a mis ça en équation avec sa fameuse règle des 7. Le principe est simple, mais redoutable. Il faut toujours avoir au moins 7 joueurs, oui, gardiens inclus, en position de stopper une contre-attaque. 7. C'est ce placement millimétré qui donne la liberté aux autres de bouger. Et si on veut des preuves concrètes, il suffit de regarder les chiffres. Prenons l'exemple parfait. Manchester City. Même quand ils sont en pleine phase offensive, ils couvrent 78% de l'espace défensif. Et le plus fou, s'ils perdent la balle, dans 78% des cas, ils la récupèrent en moins de 5 secondes. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est juste une structure impeccable. Ok, maintenant qu'on a compris le pourquoi, voyons le comment. Parce que cette structure, elle n'est pas sortie de nulle part, elle a des formes, des géométries bien précises. Et tout ça, ça dépend de la formation de l'équipe. Allez, passons en revue les plus courantes, comme ça, la prochaine fois, on pourra les repérer en plein match. Première forme qu'on voit beaucoup, la structure en 2-3. Imaginez 2 défenseurs centraux derrière et une ligne de 3 milieux juste devant eux. C'est le schéma typique quand un arrière latéral monte et que l'autre rentre à l'intérieur pour compenser. Le gros point fort, c'est que l'axe du terrain est complètement verrouillé. Le risque, évidemment, c'est que ça laisse de l'espace sur les côtés. Ensuite, une autre géométrie très populaire, la 3-2. Là, c'est assez logique. On la retrouve souvent chez les équipes qui jouent avec 3 défenseurs centraux, genre en 3-4-3. L'idée ici, c'est la supériorité numérique. On veut créer ce qu'on appelle le plus 1, c'est-à-dire avoir toujours un défenseur libre en plus par rapport aux attaquants adverses. C'est une manière de s'assurer de gagner les duels. Et puis on a des schémas plus originaux. Prenez le PSG Luis Enrique. Il a mis en place une structure en 3-1. Un seul joueur en sentinelle, très bas, qui agit comme un véritable cadenas pour bloquer toutes les contre-attaques dans l'axe. C'est un pari, hein. On sacrifie un peu de monde au milieu de terrain, mais en échange, on vise une sécurité quasi absolue dans l'axe. Bon, on a vu les formes, mais la géométrie, ça ne fait pas tout. Derrière, il y a de vraies philosophies qui s'opposent sur la manière de faire vivre ces structures. En gros, c'est un grand débat. L'école positionnelle contre l'école relationnelle. Alors, pour faire simple, d'un côté, on a l'approche positionnelle. Chaque joueur est responsable d'une zone précise du terrain. Point. C'est très structuré, très stable, mais ça peut aussi être un peu rigide et facile à lire pour l'adversaire. Et de l'autre côté, l'approche relationnelle. Là, l'idée, c'est de bouger tous ensemble par rapport au ballon. Toute la structure bascule d'un côté à l'autre. C'est beaucoup plus fluide, plus adaptable, et ça permet de sauter sur l'adversaire dès que la balle est perdue. Pour décrire l'approche relationnelle, il y a une phrase magnifique des entraîneurs brésiliens qui dit tout. Défendre comme des amis. C'est ça l'idée. Rester proches les uns des autres, se soutenir en permanence. Les joueurs ne se contentent pas de défendre leur zone. Ils s'ajustent constamment par rapport à leurs coéquipiers et au ballon. C'est une défense vivante. Et là, on arrive aux chiffres qui tuent. Les données le montrent noir sur blanc. Les défenses qui fonctionnent de manière relationnelle, avec ce fameux basculement, récupèrent le ballon 23% plus vite que les autres. 23%. Ce n'est pas juste une question de feeling. L'efficacité, elle se mesure. Maintenant, attention, petite mise en garde importante. Il faut apprendre à juger le processus, et pas seulement le résultat. Pourquoi? Parce qu'une structure défensive parfaite peut se prendre un but sur un coup du sort, un rebond malheureux. Et à l'inverse, une défense complètement à la rue peut être sauvée par un exploit individuel. Ce qui compte vraiment pour l'analyse, c'est la qualité de l'organisation de départ. Évidemment, le football ne s'arrête jamais. Les tactiques évoluent et les équipes trouvent toujours de nouvelles manières de contrer les systèmes en place.
Ces belles structures défensives sont donc mises à rude épreuve par de nouveaux défis, que ce soit à cause des nouvelles règles ou tout simplement de la nature humaine. Un exemple parfait, c'est le paradoxe de la nouvelle règle sur les remises en jeu au 6 mètres. À la base, c'était fait pour aider les équipes qui aiment repartir de derrière, mais ça a créé un effet pervers. On attire l'adversaire très très haut dans notre corps, et si par malheur on perd le ballon à ce moment-là, notre défense de reste se retrouve à devoir couvrir un terrain de jeu gigantesque. C'est un piège terrible qui peut se refermer d'un coup. Et ce n'est pas tout. Il faut ajouter à ça d'autres pressions. Les touches à toute vitesse, qui sont devenues de vraies armes offensives, l'accélération globale du jeu, qui ne laisse aucun répit, et surtout, le pire ennemi de toute structure, la fatigue. Et attention, on ne parle pas que des jambes lourdes. On parle de la fatigue cognitive, la fatigue du cerveau. À la 85e minute, le cerveau est moins lucide, les décisions sont plus lentes, et c'est là que la plus belle organisation du monde peut voler en éclats. Alors, après tout ça, on peut se demander quel est le but ultime? C'est quoi le niveau suprême de la défense de reste? La réponse, vous allez voir, elle est presque philosophique. C'est l'art de gagner, sans même avoir à combattre. Cet art ultime, ça porte un nom, le marquage dans l'ombre, ou shadow marking. L'idée est fascinante. Il ne s'agit plus de tacler ou d'intercepter, mais de se positionner si intelligemment que toutes les options de passe pour une contre-attaque sont coupées avant même qu'elles n'existent. L'adversaire regarde, ne voit aucune solution et n'essaye même pas. L'intention de contre-attaquer est tuée dans l'œuf. C'est de la prévention pure. Et ça nous laisse sur une question finale, une question vertigineuse, qui résume toute la complexité de ce sujet. J'espère que cette analyse offrira une nouvelle façon de voir les matchs. La question est la suivante. Comment est-ce qu'on fait pour battre une défense qui a déjà remporté la victoire avant même que la bataille ait commencé ?